bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Alors, je représente une entreprise qui s'appelle Lurix. Je ne suis pas le propriétaire, c'est l'entreprise d'un jeune Gabonais qui l'a créé, il avait 19 ans, aujourd'hui il en a 21, il vit aux États-Unis. Imaginez quelqu'un de 21 ans en faire travailler quelqu'un de 51 ans. Le monde a bien changé. C'est un très jeune Gabonais, il s'appelle Olivier Awanjo, j'aimerais qu'on applaudisse pour lui. Alors j'ai appelé ma présentation Zoom sur les métiers dans l'écosystème numérique. La présence des technologies dans les métiers ne date pas d'aujourd'hui. Un des secteurs qui en a fortement souffert, c'est l'aviation. L'aviation en a fortement souffert. Là, vous avez le cockpit d'un avion de dernière génération. À l'époque, dans les avions, il y avait 5 personnes. 5. Pour piloter un avion. 5. Quand les avions faisaient des vols transcontinentaux. La première personne, on l'appelait le navigateur. Son rôle, c'était, parce que dans les avions, vous savez, il y a les boussoles qui donnent la direction. Et les boussoles étaient mécaniques. Et ces boussoles-là, quand on s'approchait des pôles, le champ magnétique étant très important, les boussoles se déréglaient. Et il fallait une personne à bord pour dire au pilote, voici la bonne direction, il faut que tu décales. On l'appelait le navigateur. Lui, il a été bouffé par la technologie en premier. Le deuxième métier qui a été bouffé par la technologie, c'est l'opérateur radio. Dans l'avion, toujours là-dedans. L'opérateur radio avait pour rôle d'expliquer, de communiquer avec le sol sur les moments où il faut rouler sur la piste, décoller, et tous les pays qu'on survolait, il fallait toujours se signaler, on est sur tel pays. Lui, il a été bouffé par les pilotes. On leur a donné ce travail parce qu'eux-mêmes, leur travail a été soulagé. Le troisième, c'était le mécanicien navigant qui avait pour ce rôle de regarder l'état de l'avion, la mécanique, le carburant, ainsi de suite. Lui aussi, il a été sous-traité. Ils sont restés 2. Récemment, certaines compagnies ont commencé à réfléchir, et des fabricants d'avions, comment est-ce qu'on peut enlever un des 2 pilotes. Et la seule chose qui a fait que ça n'ait pas lieu, pour ceux qui le savent, il y a eu l'affaire de l'accident de la Germanwings, l'avion allemand, dont quand le commandant est sorti du poste de pilotage, le copilote s'est enfermé et il a précipité l'avion dans les Alpes. Et là, ils ont dit, on va d'abord attendre avant de laisser une seule personne dans l'avion. Donc, c'est pour vous dire que des secteurs comme ça, qui sont aussi pointus, ont subi la perte de métiers. Mais en réalité, si vous regardez bien, si vous zoomez bien, il y a des métiers qui disparaissent, et il y a des métiers qui changent, et il y a des métiers qui naissent. Alors les métiers sont classés en 2 blocs, 2 grands blocs. Les métiers qui sont purement numériques, algorithmiciens, développeurs, codeurs, ceux qui travaillent dans la sécurité, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ainsi de suite, c'est le premier bloc. Ils sont purement numériques. Et les deuxièmes, ce sont tous ceux qui sont impactés par le numérique. Donc tout ce que vous avez entendu là, pour la plupart, ce sont des métiers impactés par le numérique. Et il n'y a pas un seul métier qui ne sera pas impacté par le numérique. Et je vais vous le prouver tout de suite. Aux États-Unis, quand il y a eu l'affaire, pour ceux qui ont mon âge, ils connaissent les magnétoscopes. On avait les VHS, on appelait ça. D'accord, d'accord. Tout le monde connaît les VHS. Quand les VHS sont nés, vers les années 80, après ils ont continué à exister pendant longtemps, ils avaient la particularité d'enregistrer des films. On pouvait enregistrer ces films avec son magnétoscope. Et aux États-Unis, Hollywood n'a pas aimé cette invention de Sony. Hollywood a considéré que lui produisait des films et que Sony se permettait de les faire enregistrer par n'importe qui pouvait les regarder quand il voulait. Alors Hollywood a porté plainte. Hollywood a porté plainte à la cour d'appel aux États-Unis. La cour d'appel lit le droit. C'est simple, en droit, on regarde qu'est-ce que dit la loi. Alors la cour d'appel a rendu une décision en faveur d'Hollywood en disant oui, ce sont les produits d'Hollywood, Sony ne peut pas les faire enregistrer n'importe comment. Et l'affaire est allée au niveau de la cour, l'équivalent de la cour de cassation ici. D'accord? Et là-bas, ils ont examiné l'affaire
Et ils étaient face à un dilemme. Soit ils tuaient une technologie dans l'œuf et donnaient raison encore à Hollywood, et les magnétoscopes s'arrêtaient, et peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Soit ils donnaient une décision qui était favorable aux deux, plus ou moins 50-50. Et qu'est-ce que l'équivalent de la Cour de cassation des États-Unis a dit? Ils ont dit oui, Hollywood, vous avez raison, mais ils peuvent aujourd'hui continuer à enregistrer ces films en utilisant un usage privé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ce message qui passe et qui dit exclusivement réservé à un usage privé. Cette arrivée du magnétoscope a fait évoluer la loi. Et il faut que dans notre pays, les juristes s'imprègnent du problème numérique, parce qu'on va avoir deux cofondateurs d'une entreprise qui arrivent devant les tribunaux, qui ont envie d'avoir un jugement parce qu'ils ne s'entendent plus, il faut se séparer. Qu'est-ce que nos magistrats vont dire? Puisqu'ils ne comprendront même pas, il va dire, moi j'ai amené la partie système, moi j'ai amené la partie développement, bon, donc moi je suis propriétaire. Ils ne vont rien comprendre et on n'aura pas de justice là-dedans. Alors, les métiers du futur. Il y a le groupe Dell, que vous connaissez très bien, et un très gros institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut du futur, qui ont pris une dizaine de grands chercheurs et professeurs d'université, et ils leur ont posé la question suivante: dites-nous comment vous voyez le numérique d'ici 2030. Comment ça va se passer? Les résultats sont clairs. 85% des métiers qu'il y aura en 2030, donc dans 12 ans, 2030 c'est dans 12 ans, n'existent pas encore. N'existent pas. 85%. Ils n'existent pas. Et mieux, ils seront tous impactés par le numérique. Ça veut dire, s'ils ne sont pas des métiers du numérique, ils auront un brin de numérique à l'intérieur. C'est ça les chiffres. Donc s'il y a des parents dans la salle, s'il vous plaît, arrêtez de dire aux enfants, ne fais pas telle étude, fais telle étude. Pardon. Arrêtez. Vous ne pouvez pas gérer ça. Alors les robots. Pendant longtemps, on nous a fait croire que ce sont les robots qui vont piquer notre boulot. Et quand on a vu les robots apparaître dans des chaînes de montage de véhicules, on s'est dit, ah, bientôt les hommes ne pourront plus travailler. L'apparition des robots est liée à une seule chose, c'est la pénibilité au travail. On a toujours dit que si vous êtes un bon travailleur, c'est que vous êtes fort. La preuve, c'est que les premiers métiers étaient plus physiques qu'intellectuels. Et même les femmes ont été exclues de certains métiers en disant « Oh, elle n'est pas assez forte, elle ne peut pas faire ça ». Mais le rôle de la technologie a été toujours de démontrer qu'un travail peut être pénible, mais pénibilité n'est pas égale à travail. L'intelligence artificielle, ces cinq dernières années, a fortement évolué. L'intelligence artificielle, c'est cette capacité qu'ont les outils de réagir et de raisonner comme nous, sinon plus vite que nous. Et l'intelligence artificielle impacte pratiquement plus de la moitié des boulots aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle accélère la chute des métiers. Très vite. Et une chose a fait que l'intelligence artificielle puisse évoluer aussi vite, c'est que avant un robot, non seulement quand on l'écoutait, il disait « Bonjour, merci, moi je mange, je vais bien », c'était ça. Aujourd'hui, il parle comme nous. Il parle comme nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous les avez quand vous discutez sur vos téléphones avec les Google et autres. Siri, ouais, Siri, n'en parlons pas. Siri et Dragon, n'en parlons pas. Et l'autre chose, c'est que l'intelligence artificielle s'est accélérée tellement que le directeur de recherche, Yann Lequin, avec ses équipes, ils ont mis en place une technologie qu'on appelle le deep learning. En français, c'est l'apprentissage profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autrefois, quand vous montrez un objet, par exemple un chien, un robot, le robot, quand il voit le chien, il doit pouvoir vous dire que c'est un chien, parce que le robot a une intelligence à l'intérieur.
il doit pouvoir vous dire que c'est un chien. Or, le chien a 4 pattes. Et les animaux qui ont 4 pattes, il y en a plusieurs. Comment dire que ce n'est pas un chien, ce n'est pas un éléphant, une girafe? Mais rien que restons sur les chiens. Les chiens, il y a de toutes les tailles. Et aujourd'hui, je peux vous dire, avec le deep learning, on arrive à reconnaître que ça, c'est un chien au milieu d'une foule d'animaux à 4 pattes. C'est pour vous dire jusqu'où ils sont en train d'aller. Pourquoi je vous en parle? C'est que il y a là une niche pour nos jeunes. Moi, j'aurais aimé avoir votre âge aujourd'hui, sincèrement. Parce que ce que je vois venir me rend encore plus dingue. La créativité, l'innovation, elle va être très folle. On va y arriver. Alors, la puissance des calculs, tout ce qu'on est en train de vivre est issu de deux choses. La puissance de calcul des équipements. Sur un processeur, le processeur, c'est le circuit qui fait les calculs dans un ordinateur. C'est lui qui est le cœur du système. Il y a 1,7 milliard, aujourd'hui, il y a 1,750 milliard transistors. Et on s'est rendu compte d'une chose, plus on réduisait, plus ils étaient puissants. Vos téléphones actuels sont plus puissants que l'ordinateur qui a envoyé l'homme à la Lune. Plus puissant, bien plus puissant. Donc imaginez déjà à cette époque, on a pu envoyer un homme à la Lune avec des ordinateurs archaïques. Imaginez ce que vous pouvez faire avec vos téléphones. Donc la deuxième chose, c'est le big data. Le big data, c'est l'ensemble, on produit énormément de données. Tout ce que vous mettez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout ça est dans le cloud de chaque fournisseur, on stocke. Et quand on arrive à faire des croisements, on peut facilement faire des choses très intéressantes. Alors, on va commencer avec les assistants intellectuels. On prend quelques métiers qui sont en train de détruire les métiers. Avec les assistants intellectuels aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à cette réunion. Je pose mon assistant intellectuel ici, je me balade, je suis au café. Quand je reviens, la réunion est finie. Je lui dis, fais-moi le résumé de 4 pages de tout ce qui s'est dit, il me le fait. En Bluetooth, je lance, il me l'imprime. On en est là, on en est là, on en est là. On en est là. La prochaine fois, je vous ferai une démonstration. On en est là. D'accord? Imaginez un avocat. Il est en train de plaider. Et il cherche des dossiers d'un client. S'il a son assistant intellectuel, vous imaginez à quelle rapidité il va étaler son collègue avocat? Alors que l'autre, il prendra le téléphone. Madame, allez me chercher dans aux archives, là, le dossier de Monsieur Zué, Monsieur Zué, Monsieur Zué. Le temps que ça arrive, l'autre a fini avec lui, il a sorti l'article, il a sorti tout, l'affaire est classée. La médecine, vous n'imaginez pas ce qui se fait aujourd'hui en médecine. L'image du base, on appelle ça la parascopie. Ce sont des médecins qui opèrent devant un écran avec des manettes. Ils ont fait des cabines où les sociétés qui sont assurées chez eux entrent s'assied, le personnel des sociétés qui sont assurées chez eux entre dans cette cabine. Ils mettent leur carte Vidal et ont un diagnostic médical à l'intérieur. Ils discutent avec soit un médecin, soit un robot et l'ordonnance sort. Vous imaginez le gain de temps. Ça veut dire je suis au bureau, j'ai des fourmillements ou des bourdonnements, je vais m'asseoir dans cette cabine et je suis diagnostiqué automatiquement. Et je pense que vous jeunes, vous avez là des niches de métiers. En haut, c'est la nouvelle version des radiologies. C'est interactif. J'aurais pu vous montrer des vidéos, mais je laisse ça. C'est interactif. Là, le médecin, avant de rentrer au bloc, est en train d'analyser tous les paramètres du corps du patient, avec en même temps la possibilité de regarder la tumeur, où est-ce qu'elle se trouve, comment est-ce qu'il va procéder pour opérer le patient. Ça, ce sont les voitures intelligentes. Vous voyez devant, et ici vous avez le rétroviseur de gauche, du milieu, de droite. Ces voitures, vous pouvez les acheter, soit les conduire vous-même, ou rester assis à l'intérieur et passer en auto-conduite. La voiture vous conduit toute seule. Vous regardez l'écran, c'est interactif. Là, vous avez le parcours, vous avez tout. Et ça, c'est la version Tesla. Et c'est un Sud-Africain qui s'appelle Elon Musk
qui est informaticien, qui a créé cette voiture-là. Dans notre pays, on a un problème de construction de maisons. Vous êtes d'accord, non? Cette imprimante, vous voyez, j'ai laissé France 24 exprès parce que vous allez dire, Monsieur Manik, non. Regardez, c'est France 24. Ça, c'est une imprimante 3D. Elle a construit cette maison en 24 heures. Clé en main, 24 heures. Ça veut dire ceux qui sont dans les métiers liés à la construction, voici l'avenir pour eux dans le numérique. Voici l'avenir. Les Chinois ont battu ce record. Ils ont construit 10 maisons en 24 heures. Ça veut dire que la problématique du logement qu'il y a dans notre pays, vous pouvez la résoudre. La population en Afrique, nous sommes 1,2 milliard. Mais dans ces 1,2 milliard, 70% ont moins de 25 ans. Ce qui est le contraire de tous les autres continents. Parce que dans les autres continents, la population est vieillissante. En ce moment, au Japon, ils sont au plein emploi. Le taux de chômage est de 2,4. Les jeunes vont chercher le boulot et discutent même « Ah non, moi je ne travaille pas pour telle entreprise parce que l'offre, il y a trop de travail et il n'y a pas beaucoup de personnes. Ils ont plus de vieux que de jeunes. » Donc vous imaginez la situation. Donc nous on a cette chance-là et si on ne prend pas garde, le challenge des infrastructures, nous tout est à faire. Construire les maisons, construire les écoles, les routes, les hôpitaux, même les écoles, tout ce que vous voulez à construire. Chez eux, tout est fait. Et quand ils font, c'est pour améliorer. Ça veut dire que vous avez un chantier, les jeunes. Vous avez un chantier, vous avez la possibilité de résoudre cela. L'ignorance et ou l'incompétence. Pendant longtemps, on a fait croire aux gens que si moi je suis informaticien, je suis le seul capable d'être le meilleur dans le domaine des technologies. C'est faux, c'est désormais faux. L'ignorance ou l'incompétence sont devenues une qualité. Quand vous ne connaissez pas un domaine, vous pouvez le faire avancer. C'est ce qui s'est passé avec le cas où je vous ai montré le véhicule. Elon Musk, c'est un informaticien. Il a créé PayPal, il a créé SpaceX et Tesla, la société qui fabrique les voitures. Quand il avait décidé de créer cette société, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait rien de ce que les autres faisaient, comment les autres faisaient. Il n'a pas cherché à savoir. Il a créé une voiture. En général, les batteries, parce que les voitures, c'est des voitures électriques, les batteries sont soit devant, soit derrière. Hein? Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous savez ce que lui, il a fait? Vous voyez le plancher qui est en bas, là? Il a mis ses batteries couchées comme ça. Donc, devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas de batterie. Gain d'espace. Les autres mettaient les moteurs soit devant, soit derrière. Vous savez là où lui, il a mis le moteur? Derrière, entre les deux roues du siège arrière, un petit moteur très puissant. Et il a fait un seul calcul. Il s'est dit, un plein d'essence d'une voiture traditionnelle, c'est combien de kilomètres? On lui a dit 450 kilomètres. Il dit, je veux des batteries qui puissent tenir l'autonomie de 450 kilomètres pour devenir compétitif. C'est ce qu'il a dit. Et quand on lui a donné le nombre de kilomètres de câbles, parce que vous savez que toute cette technologie doit être interconnectée, quand on lui a donné le nombre de kilomètres de câbles, il a dit, pourquoi vous voulez utiliser du câble? Mettez de la fibre optique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand les grands constructeurs, Ford et tous les autres, ont pris un modèle de Tesla pour regarder ce qu'il avait fait, ils n'ont rien compris puisqu'ils ne les avaient pas copiés. Lui, informaticien, a amené l'informatique dans la construction de l'automobile. Ça veut dire que vous soyez en droit, je ne sais pas moi, en logistique, et dans tous les autres secteurs, n'ayez pas peur, foncez. C'est vous qui allez peut-être booster le numérique. Voilà, je vous remercie. Juste une chose, je n'ai pas dit un mot sur l'URIX. Alors l'URIX, c'est une entreprise, comme je vous l'ai dit, qui appartient à un jeune Gabonais et qui est bien sûr dans le numérique, parce que le slogan c'est « Numérisons vos idées ». Mais avec les jeunes, nous faisons ce qu'on appelle les TIC Day. Nous avons sélectionné 14 établissements et nous allons dans ces établissements pour leur expliquer comment est-ce que la formation et les métiers sont bouleversés par le numérique. Parce que nous ne pensons pas qu'il faille attendre qu'ils sortent de là. Il faut qu'ils soient briefés bien avant.
Et là-dedans, nous créons, quelle que soit la taille de l'établissement, ce qu'on appelle le club numérique, où il y a un maximum de 10 personnes. Et au moins un enseignant qu'on appelle le coach numérique. Et les jeunes qui sont dedans, ce sont les champions numériques. Pourquoi? Parce que nous voulons dans 1, 2, 3 ans organiser les numériques challenge et ils vont challenger les 14 établissements, vont produire quelque chose. Alors la spécificité de ce qu'on fait, c'est qu'on ne leur dit pas ce qu'ils ont à faire. On leur dit éclatez-vous. Nous on va vous venir avec le support technique, mais dites-nous ce que vous voulez faire. Et actuellement on a entendu de tous ceux qui veulent résoudre les problèmes des poubelles de Libreville. Merci. Merci Monsieur Manib, c'est énorme comme découverte et j'ai pas de mots pour dire merci au Café Numérique parce que après tant d'années d'expérience, de formation, je redécouvre comme si j'avais jamais été formé quelque part. Donc merci.